vous allez bien. On est parti pour une petite heure ensemble pour parler avec une sénatrice qui est avec nous aujourd'hui, Fabienne Keller. Bonjour. Bonjour. Je représente un peu le principe de l'émission pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux pour qui c'est la première. C'est une émission d'Acropolis et de Public Sénat pendant laquelle, pendant une bonne heure, donc c'est une grande discussion qu'on va avoir avec vous aujourd'hui, on va pouvoir parler de plein de sujets. Et l'idée, c'est que moi, j'ai préparé des questions, quelques questions sur l'actualité, sur ce qui se passe en ce moment. Il y a aussi beaucoup de questions qui sont revenues, vous les avez sûrement vues sur Twitter. Sur Twitter, oui. J'en ai vu quelques-unes. Ouais. Voilà, il y a eu quelques questions qui sont remontées. Et au-delà de ça, il y a des questions qui vont venir au fur et à mesure sur le chat qui s'affiche juste derrière moi, que vous voyez là. Vous n'êtes pas obligé de le lire, mais il est derrière moi. Vous voyez, là, les gens disent bonjour. Et il s'affiche aussi ici. Bonjour Kylian, il me dit bonjour. Exactement. Je lui réponds. Voilà. Et ben voilà. Kylian vous dit bonjour. Aris vous dit bonjour. Enfin, tout le monde dit bonjour. Et une sénatrice, les gens sont La petite sardine, elle est sympa. Exactement. Bonjour Fanny. Voilà, donc tout le monde dit bonjour. Bonjour Sorvio. Bonjour la petite sardine. Bonjour tout le monde. Les gens vont venir au fur et à mesure. Moi, j'ai plein de questions. Peut-être que je vais vous présenter rapidement au début pour que tout le monde sache qui vous êtes. Alors, les gens ont compris que vous étiez une sénatrice, mais en même temps, c'est le nom de l'émission. Vous avez été membre de l'UDF, membre de l'UMP, membre des Républicains, et vous avez quitté cette année les Républicains pour cofonder Agir. On va en reparler pour expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est un parti politique? Comment ça fonctionne? Oui, c'est un parti. Quel est le positionnement justement par rapport aux autres? On va parler de tout ça. Et donc, vous êtes sénatrice. Vous avez été aussi maire de Strasbourg de 2001 à 2008. Aujourd'hui, sénatrice du Bas-Rhin, donc l'Alsace. Il y a eu beaucoup de commentaires sur l'Alsace aussi tout à l'heure, donc c'est sympa. Ouais. Et les gens ont l'air contents que vous ayez une sénatrice qui lit le chat. Les gens sont contents que vous soyez réactifs par rapport à tout ça. Quelques questions sur tout ça, justement. Pour attaquer directement, avant de parler un peu de sujets d'actualité, vous avez cofondé Agir. Qu'est-ce que c'est? Notamment Nagel Kilian sur Twitter qui avait demandé, vous avez récemment quitté les Républicains pour rejoindre l'UDI, quelles sont les raisons de ce choix? Alors c'est pas tout à fait ça, parce que c'est Agir, mais pourquoi avoir quitté les Républicains déjà? Alors j'ai fondé Agir parce que je ne me sentais plus à l'aise avec les idées développées par les Républicains. J'ai envie de dire, c'est pas moi qui ai bougé, c'est les Républicains avant l'UMP. Moi, j'ai rejoint ce grand mouvement il y a 15 ans créé par Alain Juppé, qui rassemblait les centristes, les libéraux et les gaullistes. Et puis, il y a eu la création de l'UDI, mais j'ai tenu à rester quand même au sein de l'UMP pour porter la voix justement des humanistes centristes très pro-européens. Et puis, depuis l'après-présidentielle, en fait, depuis l'affaire Fillon, il est devenu très difficile Comment vous l'expliquez? Comment c'est parti? C'est quoi? C'est une dérive à droite? Je pense que c'est progressivement des idées plus droitières qui ont été prises en compte par les Républicains, une prise de contrôle aussi d'un mouvement qui s'appelle Sens commun au sein de l'UMP puis des Républicains, très fort au moment de la campagne de François Fillon. Et puis cette difficulté après l'incroyable échec de la présidentielle qu'on devait gagner. Bien sûr. Incapacité à réfléchir pourquoi on a perdu. Et puis l'Europe quand même très peu considérée au sein de ce mouvement. Donc tout ça a fait qu'une vingtaine de parlementaires et d'élus de grandes villes ont décidé de créer un nouveau mouvement, clairement positionné au centre droit, humaniste, très pro-européen, très ouvert sur les questions de société pour porter cette sensibilité. Et du coup, c'est un parti politique. Oui, clairement. Mais est-ce que vous allez présenter des candidats aux élections? Comment vous placez de ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut imaginer en 2022 un candidat ou une candidate peut-être agir pour la présidentielle? Alors, on aime bien se définir comme une start-up. Nous avons désormais la chance d'avoir un ministre. C'est Franck Riester, notre président, qui est devenu il y a 15 jours ministre de la Culture. C'est pas rien, c'est quand même très important pour le rayonnement de la France. C'est sa spécialité de parlementaire de longue date. Et moi, j'en suis vraiment très heureuse pour lui et pour la France, parce que je crois qu'il a la confiance d'Édouard Philippe et du président. Donc, j'espère qu'il nous permettra de nous faire mieux connaître. Et puis, donc, une fois construit le travail avec les fondateurs, on a écrit un premier corpus au printemps d'idées partagées. Nous avons eu un congrès fondateur au mois de septembre auquel ont participé Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Ils nous ont beaucoup encouragés à travailler sur notre ligne, sur nos convictions et notamment dans la perspective des européennes. Alors, donc c'est la tâche aujourd'hui. Vous définissez comme une droite constructive, c'est que selon vous, du coup, il y a une droite qui ne l'est pas ou qui n'est pas... Bien sûr, nous sommes très proches d'Édouard Philippe.
qui était dans le groupe resserré autour d'Alain Juppé. Moi-même, j'en faisais partie. Nous nous réunissons maintenant chaque année à Bordeaux. On appelle ça les vendanges de Bordeaux, où nous échangeons. Alors c'est assez, impressionnant parce qu'on a fait des choix tactiques différents. Certains ont fait le choix de rejoindre le gouvernement. D'autres nombreux sont chez Agir. Certains sont restés chez les Républicains. C'est le cas de Valérie Pécresse. D'autres ont quitté les Républicains, mais sans faire de nouveaux choix. C'est le choix, par exemple, de Dominique Bussereau. Mais nous nous retrouvons sur les idées. Et, le 20 septembre, autour d'Alain Juppé, on a travaillé sur les questions nationales, sur les questions européennes, sur les défis mondiaux et sur les idées principales qui nous rassemblent. Nous sommes toujours très, très cohérents, très solides, même si nous avons des choix tactiques différents. Donc Agir, c'est en soutien du gouvernement pour tout ce qui est bon pour la France, la réforme ferroviaire, les lois sur le travail, mais vigilance sur certains points, comme par exemple le respect des territoires, qui nous semble être une des faiblesses aujourd'hui du gouvernement et de sa politique. Je pense qu'on va en reparler justement un peu plus tard. Il y a eu un remaniement, alors il y a eu plusieurs remaniements depuis la rentrée. Est-ce qu'on vous a appelé pour être éventuellement ministre ? Et non. Non ? Vous n'avez pas appelé ? Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous auriez accepté ou pas ? Écoutez, la question ne s'est pas posée, mais moi je crois que ce qui compte avant tout, c'est de servir son pays là où on est. J'ai essayé de le faire en tant que maire de Strasbourg, depuis 2008 en tant que sénatrice, et puis on peut faire beaucoup de travaux et contribuer à l'action du gouvernement, mais je crois surtout que en fait, le choc de l'élection d'Emmanuel Macron, qui n'était pas porté par un parti, nous a conduit à beaucoup réfléchir à notre positionnement. D'où ce choix constructif qui est un peu particulier, qui n'est pas classique. En France, d'habitude, on est pour ou contre. On est très clivant. Et là, on fait ce choix un peu compliqué, mais qui nous semble plus utile à la France, qui est d'aider à l'émergence d'une majorité sur les dossiers utiles pour la France, et puis de rester quand même en capacité de proposition et justement, donc, vous venez de le dire, vous avez été maire et sénatrice. Où est-ce qu'on se sent le plus utile ? En étant maire ou en étant sénatrice ? Écoutez, c'est deux belles missions qui sont un petit peu différentes. Moi, j'ai beaucoup aimé être maire parce que ça permet l'action concrète, la proximité avec la population. J'aime beaucoup ça. Encore il y a 8 jours, j'étais sur le marché de Haute-Pierre, dans un quartier périphérique de Strasbourg, pour aller à la rencontre des Strasbourgeois et leur expliquer l'Europe. Et leur proposer d'ailleurs de choisir le thème le plus important. On avait disposé une urne. Prochain, on le rappelle Voilà, c'est l'élection du mois de mai prochain. C'est un quartier où la participation est très faible aux élections. Et on a proposé aux gens de choisir le thème le plus important. Et la bonne surprise, c'est que les gens avaient envie de participer, petits et grands. Et donc, dès lors que ils savaient lire, ils pouvaient participer. C'est très important d'encourager ce geste civique. Donc, il y a forcément une action, un côté peut-être plus concret. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quand on est maire, de voir les actions. Absolument. Absolument. Qui est assez évident. Moi, j'ai aimé m'occuper des quartiers fragiles, de porter la rénovation urbaine initiée par Jean-Louis Borloo. J'ai adoré m'occuper du rayonnement européen de Strasbourg, puisque Strasbourg a la chance d'accueillir le Parlement. Je continue à être très investie sur ce sujet en tant que sénatrice. J'ai aimé aussi équiper la ville d'une grande bibliothèque qui fait 15 000 mètres carrés pour que tout le monde ait accès à la culture, avec des lieux de travail aussi, pour les jeunes en particulier, qui n'ont pas forcément des lieux adaptés à la maison. D'actions sur le terrain qui sont concrètes. Et puis comme sénatrice, j'ai beaucoup travaillé sur les thèmes que j'ai pu découvrir sur le terrain dans la ville, mais les analyser plus globalement. Bien sûr, à l'échelle nationale. Voilà, par exemple, j'ai fait un rapport sur les gares, puisque je me suis occupée de la gare de Strasbourg, sa verrière. Et on va parler de mobilité notamment juste après. J'ai pu faire avancer ce projet assez vite et j'ai essayé de partir de cette expérience pour tirer des enseignements sur comment en France on pourrait mieux accueillir les voyageurs, mieux organiser l'intermodalité grâce à des projets gares qui sont compliqués. D'accord, j'ai vu que vous avez beaucoup parlé de mobilité et de transport et on va en reparler après. J'ai déjà 2-3 questions qui sont montées depuis hier. Justement une question là de Fanny Dufos. Est-ce que vous comptez revenir chez les Républicains en cas de nouveau changement de doctrine ? Si demain, justement, on a Valérie Pécresse aux Républicains, est-ce que vous rejoignez les Républicains ? Écoutez, ça n'en prend pas le chemin. Je trouve que les prises de position sont radicales, sont parfois démagogiques. Donc, ça n'en prend pas le chemin. Et franchement, aujourd'hui, on est dans une belle dynamique. Il y a notamment beaucoup d'élus locaux qui s'intéressent à cette démarche d'agir, soit comme sympathisants, soit comme membres. C'est nouveau, donc c'est plus sain, il y a des belles énergies, il y a une envie d'avancer.
Et chacun peut contribuer. Fermé dans un cadre d'un grand parti. Voilà, on est très participatif, on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. Là, on a lancé une enquête sur l'Europe, beaucoup participent. Non, voilà, je m'y sens bien. Avec Pierre-Yves Bournazel de Paris, avec Vincent Ledoux du Nord, avec mes collègues alsaciens Olivier Becht, Antoine Herth, avec Louis Vogel, le maire de Melun. Enfin, on se sent très bien, chacun sur ses territoires, avec son expérience. Il y a une autre question de Ecladus, justement, un autre anonyme. Serez-vous candidate, alors qui travaille avec nous, c'est Sylvain, il travaille avec nous sur l'émission, serez-vous candidate à la mairie de Strasbourg en 2020 ? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Je suis responsable de l'opposition, j'y suis très active. C'est ma ville. On sent que c'est une responsabilité d'être maire qui vous intéresse beaucoup et dans laquelle vous vous sentez bien. Ça pourrait être... Oui, d'ailleurs, les Strasbourgeois me parlent beaucoup. C'est évidemment, c'est mon chez-moi. J'ai la chance d'habiter à l'ombre, enfin pas très loin de la cathédrale, des quais de Lille à Strasbourg. C'est une ville très attachante et je vous invite tous à venir, notamment profiter. J'y suis allé il n'y a pas longtemps et je confirme que c'est très très sympa. Et j'y retourne du marché de Noël. Là. Si c'est là en janvier, j'y retourne en janvier. Ça finit en janvier ? Bah ouais, Noël c'est le 25 décembre. Ah mais je ne serai pas en France en décembre. Mince, mais c'est très sympa en janvier aussi parce qu'il fait bon froid, on profite des Windstube. Ça ira alors. Peut-être de la ville sous la neige. Bon. J'y serai en janvier et j'espère qu'il neigera du coup. Alors d'autres questions, revenons un peu sur les sujets d'actualité peut-être. Hier, Emmanuel Macron a donné une interview sur Europe 1 où il a abordé beaucoup de sujets, notamment effectivement cette grogne sur le carburant en ce moment, sur la hausse avec la taxe sur les carburants. En 2009, vous aviez travaillé sur l'idée d'une taxe carbone, donc ça remonte à 10 ans déjà quasiment. Est-ce que vous êtes favorable à cette taxe sur le carburant qui a été mise en place par le gouvernement ? En fait, ce sujet de la protection de l'environnement, et notamment de l'air que nous respirons, est beaucoup monté en puissance sur les dernières années. Les études montrant qu'il y a un problème avec les poussières dans l'air et la contribution au réchauffement climatique aussi. Il y a la démission de Nicolas Hulot, il y a tout ça aussi qui a beaucoup contribué. Voilà. Donc on sent bien que dans ce débat, il y a une double sensibilité des Français. D'abord, la voiture, c'est pour beaucoup indispensable. Donc les Français sont très dépendants au prix du gasoil. Alors de l'essence pour leur voiture, on en parle beaucoup, mais il y a aussi le chauffage qui est très important. Et puis de l'autre côté, comment rentrer dans cette transition écologique sans laisser sur le bord du chemin les gens les plus fragiles. Le gouvernement a l'air d'assumer, enfin ils ont dit d'ailleurs qu'ils assumaient, mais il y a eu des aides qui ont été proposées un peu dans le flou, mais hier sur notamment le chèque énergie. Oui. Alors il y a vraiment deux sujets qui sont les mêmes depuis 10 ans. Il faut aider les personnes qui vivent en milieu rural, parce que quand on regarde la part consacrée aux dépenses énergétiques, elle est beaucoup plus forte, de l'ordre de 14% du revenu pour les personnes en milieu rural, alors qu'en milieu urbain dense, elle est à 5% à Paris, à 7% en province. Donc on voit que la dépendance à l'énergie est plus forte quand vous êtes en milieu rural, c'est logique, la voiture, et la maison aussi, parfois mal isolée d'ailleurs. C'est également le sujet des personnes à faible revenu. Donc le premier quintile, c'est-à-dire les 20% de revenus les plus bas, consacrent 13% de leurs revenus à l'énergie, alors qu'on est à 7% sur le quintile, l'avant-dernier quintile. Les gens les plus riches, c'est encore beaucoup plus bas. Donc c'est une dépense fondamentale pour les ruraux et pour les personnes modestes. Du coup, comment on fait pour concilier Donc il faut compenser. Donc il faut compenser. Je pense qu'il faut une mesure pour les habitants dans le monde rural. Et là, le président Macron a fait une belle ouverture en citant l'aide qu'apportent les Hauts-de-France pour les personnes qui sont obligées de faire plus de 30 km par jour. Moi-même, en faisant un travail plus récemment sur ce sujet, j'ai vu qu'à Stockholm, ils ont cette aide-là également mise en place. Tenir compte des gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de transport en commun et qui sont obligés de prendre leur voiture. Et en Suède, c'est un remboursement fiscal. Donc le président Macron a souhaité la généralisation de cette aide et a annoncé sa défiscalisation, la déduction ou le remboursement pour les gens qui ne payent pas d'impôts. Oui, c'est Xavier Bertrand qui l'a mis en place dans la Haute-France. Il souhaite reprendre cette idée. Et je pense que ça aide des personnes qui habitent à un endroit, qui ont la chance de trouver un travail mais qui n'est pas juste à côté de chez eux, ne sont pas encore sûrs que le boulot sera un CDI, on ne va pas déménager toute la famille. Voilà. C'est une vraie réalité dans le Nord. Et les Hauts-de-France, pardon. Et puis de l'autre côté, il y a les personnes dont les revenus sont bas et pour lesquelles c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut accentuer aussi les aides à la conversion, changement de voiture. Sur les véhicules. Je pense qu'il faut augmenter le niveau de l'aide.
et chauffage. C'est des choses comme la prime à la casse, c'est des choses comme ça qui sont... C'est prime à la casse et c'est aide, par exemple, massive pour les pompes à chaleur, passer des énergies fossiles à des dispositifs beaucoup plus efficients. Et là, l'intérêt, c'est pas d'économiser les taxes, c'est de réduire son besoin d'achat d'essence ou de gasoil ou de fuel, voire de gaz, d'énergie fossile, et ainsi rendre les gens plus indépendants du niveau du prix du baril. Parce qu'il y a ça, le sujet de fond, c'est quand même que le baril a augmenté et ça rend les gens, ça fragilise leur équilibre. C'était la première cause de la hausse du prix, c'était ça, c'était la conjoncture internationale et pas cette taxe. Donc, Donc l'intérêt de mesures qui transforment votre chauffage, permettent d'isoler votre maison. Et on se rappellera que Nicolas Hulot avait démissionné en disant le dispositif d'aide à l'isolation thermique de 500 000 logements n'est pas suffisant. Je pense que c'est des dispositifs où il faut aider plus parce que c'est un investissement nécessaire pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens de décaisser. Donc il faut envisager, notamment pour les personnes les plus fragiles, des dispositifs assez énergiques. Enfin, je crois que c'est un peu la faute d'Hollande, du président Hollande. On a généré un vrai ras-le-bol fiscal. Et donc je pense que l'acceptation de ces taxes environnementales aujourd'hui n'est possible. Moi je pense que ça n'est possible que si on explique ce qu'on fait avec les recettes qui sont générées. Et c'est vertueux si on le réinvestit dans un fonctionnement, donc chauffage, transport, plus écologique. Et du coup, vous ne soutenez pas le mouvement du 17 novembre qui appelle à bloquer massivement les rues, etc. C'est pas... Alors, moi, je respecte la colère des gens qui sont en difficulté. Je crois que le président l'a dit, il y a évidemment le danger de l'amalgame, du mélange de mécontentements très divers, qui bien sûr sera récupéré par l'un ou l'autre. Donc je pense que par contre, c'est important que le gouvernement continue à donner des signaux montrant qu'il est prêt à significativement améliorer le retour de cette fiscalité vers les gens qui la payent, pour qu'ils sentent que tout ça est vraiment vertueux. Alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant ou qui nous rejoignent progressivement, on le rappelle, on a 1 heure de discussion avec Fabienne Keller dans laquelle on va parler de plein de sujets. Donc si vous avez des questions, moi j'en ai déjà préparé que vous m'avez envoyé ces derniers temps, mais chez moi vous pouvez les poser directement sur le chat qui s'affiche juste derrière là. Et donc nous on les reprend et on va les poser directement. Il y a 2-3 autres questions d'actualité, après on va aller plus sur des questions de fond sur lesquelles vous avez travaillé qui me semblaient assez intéressantes à évoquer. Là, Emmanuel Macron a décidé de rendre hommage à 8 maréchaux, donc c'était dans l'actualité ce matin, de la Première Guerre mondiale, dont le maréchal Pétain, justifiant qu'il a été un grand soldat lors de la Première Guerre mondiale, même s'il a, et ça je cite, conduit des choix funestes lors de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça vous choque ou est-ce qu'au contraire il a raison, le maréchal Pétain c'est un héros? Alors j'ai vu cette polémique qui enfle depuis 24 heures. C'est vrai qu'il y a eu des réactions fortes, notamment du CRIF. C'est vrai qu'on se souvient tous de la Deuxième Guerre mondiale, de la collaboration. On n'était pas nés, mais... Enfin, dans les livres d'histoire, moi, je n'étais pas née non plus. Alors, c'est particulièrement prégnant dans une région comme la mienne, puisque l'Alsace devient allemande, on a un système de contrôle allemand, d'obligation d'aller dans l'armée allemande, d'obligation de travail. L'Alsace est vidée de ses hommes, en fait. Soit ils sont enfuis dans la résistance, soit ils sont enrôlés de force. C'est un régime qui organisera des camps de concentration, l'extermination. Nous étions allemands, nous avons malheureusement un vestige d'un camp de concentration terrifiant. Moi, je le connais bien. C'est un lieu abominable et je crois qu'il faut vraiment y aller pour se souvenir. Le maréchal Pétain a collaboré à ce système. Donc, je pense que... C'est un fait objectif, l'effet de gloire du maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale, mais je ne pense pas que les plaies de la Deuxième Guerre mondiale sont tellement béantes que c'est pas possible de... Oui, c'était maladroit, c'était peut-être... Je ne sais pas quel mot trouver, mais je pense que ça a beaucoup choqué. Oui, on voit en tout cas les réactions effectivement politiques depuis ce matin, c'est clair que c'est assez important. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet, mais je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont assez
assez intéressant. Dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ou alors on passe directement d'ailleurs aux questions plus de mobilité, parce que c'est une question qui est revenue. Bah tenez, une question intéressante sur l'actualité. Polytweet sur Twitter qui avait demandé: bonjour Fabienne Keller, vous avez peut-être vu le tweet parce qu'il vous a mentionné. Concernant le Brexit, que pensez-vous du risque d'une absence d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Que pensez-vous de la possibilité d'un nouveau référendum? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Ah oui, c'est une hypothèse maintenant abordée de plus en plus souvent. Il se passe quoi alors? Le no deal. Eh ben, le Royaume-Uni deviendrait un État tiers, comme un autre. Donc on remet en place des barrières douanières. Il n'y a plus de libre circulation entre les personnes, il n'y a plus de règles simplifiées. Ouais. La période intermédiaire qui était prévue jusqu'au 31 décembre 2020 n'existe plus, puisque celle-ci est conditionnée à un accord sur la relation future. C'est un peu le scénario catastrophe, mais nous avons hier adopté au Sénat un texte de loi français qui est une loi d'habilitation par ordonnance pour les mesures qui seraient nécessaires dans cette hypothèse. Okay. Alors moi, ça fait plusieurs années que je suis la situation. En 2015, il me semble que vous avez remis un rapport, vous avez travaillé sur le sujet. Donc absolument, très en amont d'ailleurs du référendum, puisque M. Cameron, à l'époque Premier ministre, sentait bien que son parti, les conservateurs, était divisé par la question européenne. Il a essayé d'engager un grand débat, puis s'est engagé à renégocier les conditions d'adhésion du Royaume-Uni et à soumettre les nouvelles conditions de participation de la Grande-Bretagne à l'Europe à un référendum. En fait, il a négocié des choses assez importantes, mais qui n'ont pas été entendues en février 2016 et donc 23 juin 2016, à la grande surprise du continent européen, des 27, le référendum décide de quitter. C'est le Leave qu'il a emporté. Ouais. Et depuis, en fait, c'est extrêmement douloureux parce que plus on creuse ce dossier et plus on se rend compte de sa complexité. Aujourd'hui, l'un des points très très complexes, c'est la frontière entre l'Irlande du Nord, qui est une partie du Royaume-Uni. Justement, Harry Slave qui a dit que ce serait assez grave pour l'Irlande. L'idée effectivement des frontières, est-ce qu'on rétablit Et oui, on a rappelé à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale qu'un des conflits qui a continué, c'est en Irlande, et qu'il y a une guerre en 1922-23, puis qui reprend dans les années 60. Et en 78, on a la paix du Good Friday, pardon, en 98, 98, il y a 20 ans, qui est la dernière paix en Europe. Dernière paix en Europe. Donc, elle a 20 ans à peine. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible, c'est une frontière terrestre. Donc, soit vous mettez des murs, un peu à l'image du mur que Trump veut construire avec le Mexique, soit c'est impossible à contrôler. Et la libre circulation entre les deux Irlandes date de la paix de 1923. Donc la mettre en cause, c'est réouvrir, c'est impossible. Bordel, on peut le dire entre le. Mais dans l'hypothèse, par exemple, d'un no deal, c'est la frontière entre un État membre de l'Union et un État qui n'est pas. Et un État tiers. Donc après, Madame May a essayé de trouver des solutions, mais c'est un peu la quadrature du cercle. On se rappelle de cet accord de Chequers, qui était du nom d'un accord décidé en juillet, enfin d'une proposition d'accord, où la frontière se trouverait plus ou moins dans la mer. C'est-à-dire que voilà, on laisse la libre circulation entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, mais on contrôle ce qui se passe dans la mer, à l'entrée des ports en fait européens. Ce serait possible un nouveau référendum? Parce que j'ai vu un sondage il y a quelques jours là, sur Channel 4 réalisé auprès d'un échantillon très important qui disait que les Britanniques seraient aujourd'hui favorables à un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce serait possible un nouveau référendum? Alors c'est pas notre pays, mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors, deux réflexions à ce sujet. Les Britanniques font très rarement des référendums. Le précédent, d'ailleurs, je crois que c'était 75 sur l'adhésion à l'Union. Oui, c'est pas tous les jours. Voilà, 45 ans. Donc pour eux, c'est un pays très démocratique. C'est une des premières démocraties. C'est la première démocratie parlementaire d'Europe. L'idée de remettre en cause ce qu'a dit le peuple. Mais si on le remet en cause par un second, je sais pas. Enfin, c'est une question. Alors, deuxième chose, je suis pas sûre du résultat. Oui. Il y a des sondages qui semblent favorables, mais moi, mon sentiment, je discute assez régulièrement avec des partisans du Leave et du Remain, c'est qu'en fait, chaque camp s'est plutôt conforté. Et le regard qu'on a en France, qui est assez négatif sur la mise en œuvre du Brexit, d'autres y voient des avantages. Des avantages en termes de liberté législative,
des avantages en termes de, comment dire, de capacité retrouvée à être une puissance mondiale. C'est un peu le rêve du Commonwealth recréé. Donc, c'est pas sûr qu'on gagnerait. Alors, très habilement, le maire de Londres a proposé, Sadiq Khan, un référendum, non pas sur Leave or Not Leave, mais sur l'accord auquel auraient abouti les négociations de Madame May. C'est plus subtil. Et un vote est prévu au sein du Parlement britannique, donc l'idée de l'ouvrir à la population. Bon, mais moi, franchement, connaissant les Britanniques, je n'y crois pas trop. Ce serait une bonne nouvelle pour la France ou pas? Alors, c'est un éternel débat, mais vous en pensez quoi? Vous pensez que le Brexit est une très mauvaise nouvelle, pour l'Europe. Pour l'Europe en général. Donc pour la France. Parce qu'en fait, la construction européenne a été faite d'élargissements successifs qui ont permis d'arrimer à la démocratie l'Espagne et le Portugal. Alors c'est de l'histoire maintenant, mais dans les années 80, c'était encore début des années 80, c'était des dictatures. Elles ont été complètement consolidées et ils ont eu accès à un grand marché. Leur économie s'est développée. Ils ont convergé vers les standards européens. Ça a un peu moins réussi avec les pays d'Europe centrale et les pays baltes, probablement à cause de la récession de 2008. Mais on peut espérer être sur ce chemin. L'idée qu'un État sorte, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que c'est un grand partenaire économique, c'est un grand partenaire en termes de défense. De relations, on a des relations diplomatiques extrêmement denses. Et c'est un pays ami. Moi, j'aime à rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le seul État européen qui s'est dressé contre les nazis à Strasbourg. On a le souvenir du discours de Churchill en 1945, qui dit « Je vais vous parler français ». Et au moment de la fondation du Conseil de l'Europe, enfin, on doit quand même beaucoup de choses au Royaume-Uni, bien sûr aux Américains, parce qu'ils sont venus en appui. Mais je veux dire, au moment où un État se détache d'un grand espace européen, il faut se souvenir des fondamentaux. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir avec vous effectivement une approche peut-être plus historique sur le sujet, au-delà des négociations qu'on a au jour le jour. Oui, quand on parle à des Asiatiques, à des Sud-Américains, ils ont beaucoup d'admiration pour le modèle européen. Ils trouvent que c'est extraordinaire d'avoir créé comme ça une entité où on a harmonisé beaucoup de choses, où on circule librement, on a la même devise, les étudiants s'échangent facilement, sans complications, on a des cultures à la fois différentes et proches. Vu de l'extérieur, c'est quelque chose de puissant. Il faut se dire aussi que pour des sujets comme les enjeux de migration à l'échelle de la planète, les enjeux de défense, de lutte contre le terrorisme, on est plus fort. Nombreux, on est plus fort. Donc moi, je forme le vœu d'une Europe qui évolue vers plus de puissance sur ces sujets stratégiques et peut-être moins de technocratie bruxelloise sur toute une série de sujets sur lesquels le terrain a envie d'être plus libre. Et je pense qu'on va en reparler parce que là aussi, il y a pas mal de questions là-dessus. On est environ à la moitié de l'émission et j'en profite pour remercier. Alors là, du coup, ça vous permet de découvrir un peu ce que c'est que Twitch, la plateforme sur laquelle on diffuse en ce moment. Donc là, je remercie Dead Squirrel qui vient de s'abonner à Twitch Prime. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous expliquer un peu le fonctionnement? Mais c'est un écureuil mort. C'est un écureuil mort apparemment. Dead Squirrel 92110. C'est-à-dire qu'il s'est abonné à la chaîne et que du coup il soutient la chaîne en faisant un don. Formidable. Donc il n'est pas si mort que ça en fait. Donc il n'est pas si mort que ça. En tout cas, il est suffisamment vivant pour faire un don à la chaîne, donc ça fait plaisir. Donc voilà, vous voyez, vous découvrez Twitch aujourd'hui. Donc il y a d'autres questions que je vois apparaître au fur et à mesure. Je sais que Sylvain les met aussi sur ma tablette, donc on va aller voir au fur et à mesure. Il y a des questions sur le transport maritime en cas de no deal du Brexit. C'est un sujet assez majeur, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 4 libres circulations en Europe. Les biens circulent librement, ils rentrent dans les ports français, hollandais, belges, très, très facilement. En cas de no deal, on réinstalle des contrôles aux frontières. Et en fait, on a auditionné les responsables d'Eurotunnel, les responsables des ports français, Paris-Le Havre. Et ils sont très inquiets sur le détournement des flux, parce qu'il y aurait, semble-t-il, des pratiques plus ouvertes des ports belges et néerlandais que dans les ports français pour le commerce international. Donc vraisemblablement que certains flux économiques qui passent par nos ports, à Dunkerque, au Havre, dans tous les autres ports, pourraient être détournés, inquiets qu'ils pourraient être des procédures réinstallées
aux frontières. D'accord. Bon, bah voilà, tu as Loustic, tu as. Mais il y a un enjeu majeur de commerce, de vitalité de nos ports. Et donc, on a rencontré Gérald Darmanin sur ce sujet. Il est très mobilisé. Parce qu'en fait, comme il y aura de nouveau forcément des formalités, il faut pouvoir stationner les camions, organiser le dédouanement, ce qu'on appelle le transit en douane. Alors justement, puisqu'on parle de transport, c'est bien parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Une question, parce que vous avez travaillé sur les questions de mobilité, de transport, donc c'est bien d'en parler. Une question peut-être un peu plus, peut-être pas légère d'ailleurs, parce que ça peut concerner certains d'entre nous. Vous êtes très au point sur les questions de mobilité et sur les trottinettes électriques. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Je sais que personnellement, j'en utilise de temps en temps et je trouve ça assez pratique. Sur les quais, ça va très très vite, c'est sympa. Il y a eu des questions sur les trottinettes électriques. Est-ce que ça va sur le trottoir? Est-ce que ça va sur la route? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on régule tout ça? Il y en a à Strasbourg ou pas? Je sais pas. C'est encore assez. Ouais, c'est pas comme à Paris. C'est très développé à Paris. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait de ces. Alors, c'est un nouveau mode de transport. Il est très pratique. Il y a par exemple un cas très concret. Il y a un jeune serveur du Sénat, quand il finit son service à 11h. Il rentre en trottinette. Il a son train pour rentrer à la gare principale. Mais la fin de son parcours, il n'y a plus de bus. Et la trottinette lui donne la mobilité et il la transporte, voilà, il la maîtrise. Donc c'est vraiment un engin précieux, mais la loi, les décrets pour l'instant ne le prennent pas en compte parce que la trottinette jusque-là, voilà, il n'y avait pas cet usage. Pas aussi développé avec des boîtes qui se... C'est assez récent les trottinettes électriques, ça devient un vrai mode de transport, donc il faut fixer les règles, c'est tout. Ce sera probablement en fonction de sa vitesse qu'il aura le droit. Ça peut aller jusqu'à 30 km/h. Voilà, ça peut être une quasi-moto, quoi. Alors, sauf que la personne est moins protégée. On avait un petit colloque de la délégation de la prospective du Sénat à ce sujet. C'est intéressant aussi, les gens de la sécurité routière sont inquiets de l'accidentologie. Et moi qui suis grande cycliste devant l'Éternel, c'est en fait un engin qui est moins stable que le vélo parce que les deux roues sont plus proches. Il est plus en risque en cas de virage, de glissement. En cas de feuilles par terre. Voilà, de trous. Alors que le vélo, le siège est un peu à l'arrière, donc ça stabilise l'ensemble. Et les roues sont plus grandes aussi. Alors on va parler de la trottinette électrique comme ça, mais c'est vrai que les roues des trottinettes, alors trottinettes électriques un peu moins, mais des trottinettes même de base, sont petites, donc il suffit d'une petite chaussée ou d'un truc. Absolument, très déstabilisées par un trou dans la chaussée, donc avec des risques de décalage, de déport. Donc tout ça doit être pris en compte pour protéger à la fois l'utilisateur de l'engin et les autres usagers de l'espace public. Mais voilà, le sujet verra de toute façon, mais c'est vrai que du coup, l'idée apparemment du gouvernement, c'est d'interdire sur les trottoirs et ça semble assez logique quand on sait que ça va jusqu'à 30 km/h et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc Ecladis qui disait, les conducteurs de trottinettes électriques sont-ils condamnés à devenir de la chair à saucisse pour voiture? Alors comme les cyclistes, et comme on le disait, ils sont encore moins stables, en cas d'accident, c'est eux qui vont en subir les conséquences physiques, quoi. Bien sûr. Donc il faut être... Et je crois qu'on a un nouveau sub, donc je profite de ça pour remercier maintenant Célan31 qui vient lui aussi de s'abonner à Twitch Prime, donc s'abonner à la chaîne. Et il est abonné depuis 7 mois, donc ça fait plaisir, on a des fidèles. Donc sur le transport, continuons là-dessus, parce qu'il y a d'autres questions là-dessus. J'ai vu que vous avez déclaré être favorable à des péages urbains à l'entrée des grandes villes. Alors peut-être que c'est mal dit, peut-être que c'est mal... En fait, j'ai fait un travail à ce sujet, parce que je suis rapporteur du budget transport et que l'année dernière est apparu dans les débats avec la ministre, je sais plus, il y avait des colloques, des conférences, l'idée que ce dispositif serait intégré dans la loi LOM. Donc dans mon travail de rapporteur, j'ai souhaité regarder comment ça marchait là où c'était mis en place. Et donc je suis allée à Londres et à Stockholm. C'est à Londres que c'est mis en place. À Londres depuis longtemps, comme à Stockholm, et j'ai regardé comment ça fonctionnait. Et c'était très intéressant parce que dans les deux cas, ça nécessite énormément de concertation. On retrouve le débat de tout à l'heure. Ils considèrent dans les deux villes qu'il est indispensable que la totalité des recettes soit utilisée pour améliorer les transports en commun, les voiries aussi, même à Stockholm, dans un pays très écolo. Ils améliorent les voiries pour les gens qui ont des problèmes de connexion. Il faut des mesures pour les gens les plus fragiles et pour les gens
qui sont éloignés de leur lieu de travail et qui n'ont pas d'autre choix que la voiture. Donc concrètement, ce serait mettre des péages. Typiquement, si on prend Paris, alors, après chaque pays a ses spécificités, mais c'est l'idée de dire, si jamais vous voulez rentrer avec votre voiture à Paris, il faut payer à l'entrée et ça vous permet d'accéder à la ville. Alors je ne suis pas sûre que ce soit Paris, le périmètre qui serait le cas échéant pertinent. Il faut travailler sur différents périmètres. Londres a un très petit périmètre, alors que Stockholm a un grand périmètre. D'accord, il y a différents... Et ils considèrent comme absolument essentiel que le jour où ils mettent en place, ce jour-là, il y a une amélioration forte des alternatives, c'est-à-dire des transports publics, des possibilités d'accéder en vélo électrique, de les garer, enfin, que les alternatives soient devenues réalité. L'intérêt principal, évidemment, il est double, c'est triple même, c'est baisser la congestion urbaine. C'est l'idée que celui qui peut avoir une alternative moins coûteuse pour lui, peut-être finalement plus confortable une fois qu'il la connaît, permet de préserver du temps pour tout le monde. Deuxièmement, c'est la baisse de la contribution à la pollution de l'air. Quand on est en centre-ville, on pollue l'air de beaucoup de gens, donc l'impact sur la santé est considérable. Et enfin, ça baisse l'accidentologie. Et donc, il y a très régulièrement des retours, à Londres comme à Stockholm, sur l'effet des mesures, sur ces 3 critères. Et c'est évalué. Quand les résultats sont moins bons, on se pose la question pourquoi. Il y a des panels, il y a des... Enfin, c'est un travail collaboratif réel tout le temps. Sinon, ils considèrent que le système, en fait, n'est pas stable. Et ce qui est intéressant en Suède, c'est qu'il y a la ville de Göteborg qui a mis en place un péage urbain qui ne marche pas. D'accord. Parfois, ça ne... Oui, ça ne fonctionne pas toujours. Il n'y a pas d'adhésion. Peut-être que la ville n'est pas suffisamment congestionnée pour qu'un tel dispositif soit justifié. En tout cas, j'ai souhaité comprendre quels étaient les leviers et les facteurs qui faisaient que ça pouvait réussir. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une ville française pour laquelle on soit prêt. C'est intéressant de voir. Mais je pense qu'il faut avoir la palette des outils. Et des outils, par exemple, comme la pastille, le critère, est une alternative. Mais en fait, c'est assez punitif. C'est Madame Royal qui est contre les dispositifs punitifs qu'il a mis en place. Et c'est très punitif, parce que si vous n'êtes pas dans le bon critère, vous êtes cuit. C'est vrai. Le jour où c'est mis en place. Donc c'est très binaire. Comme système. Vous prenez beaucoup le vélo, vous, il me semble. Ah, moi, tout le temps. Tout le temps. J'adore le vélo. C'est vrai, y compris à Paris, vous... Alors, à Paris, ça craint. C'est moins confortable parce que les voitures ont beaucoup moins l'habitude. Par exemple, c'est très compliqué de tourner à gauche à Paris. Pour tourner à gauche, il faut se mettre devant le véhicule, bien tendre le bras, mais on se fait klaxonner. Les véhicules n'aiment pas trop. À Strasbourg, c'est plus habituel. Et j'ai envie de dire, à Strasbourg, la plupart des automobilistes sont à certains moments cyclistes. Donc ils comprennent. Ils dépassent en laissant une bonne distance, parce qu'un vélo, ça peut faire un écart. On peut être déstabilisé par quelque chose que l'on porte sur son vélo, par un enfant qu'on a à l'arrière. Et puis, c'est très convivial. J'ai d'ailleurs dans mon sac à main un parapluie qui est adapté pour le vélo. Pour le vélo, mais quand vous le mettez, comment vous faites ? Je le tiens. Non, mais moi, et vous... moi, je suis née sur un vélo jusqu'à 18 ans. Je faisais du vélo tout le temps. Et maintenant, donc, je sais faire du vélo sans les mains. Je ne le recommande pas aux autres. Donc voilà, j'ai des vêtements adaptés au vélo. D'accord. C'est-à-dire, il faut être un peu... Toutes mes robes sont un peu élastiques. Pour que ce soit décent sur le vélo. J'ai des manteaux vélo. D'accord. D'ailleurs, j'ai pas le temps, mais un jour, j'ai créé. Mais je crois qu'il ça existe déjà un site web de recommandations, les trucs pour le vélo. On veut voir maintenant une démo à Strasbourg quand je viendrai en janvier. C'est vraiment important que le vélo soit possible pour tous. À Strasbourg, ce qui est en fait intéressant, c'est que le vélo n'a jamais quitté la ville. Le premier qui a fait un plan vélo, c'est Pierre Pflimlin, il y a 40 ans. Donc en fait, le vélo, c'est un outil de déplacement pas cher. Donc tout le monde, de tous âges, pour tous usages, le vélo est resté important pour les familles. Donc cette habitude, c'est customisé par tout le monde. C'est quelque chose qui est important et qu'il faut retrouver dans la plupart des villes de France, qu'on trouve encore très présent dans les villes nordiques. Quitte à avoir, par exemple, des zones, alors c'est le cas à Paris, c'est le cas à Strasbourg, mais des zones totalement piétonnes ou ouvertes aux piétons et aux vélos et pas aux voitures seulement à 30 km. On peut imaginer du coup peut-être des espaces partagés. Les zones de rencontre, l'idée de zones de rencontre, là où il y a tout type d'usagers de l'espace public, ça fonctionne assez bien.
Ouais, ça peut se faire. Les espaces piétonniers avec vélo fonctionnent bien. Mais par exemple, à Strasbourg, moi j'ai fait un assez gros travail sur les différents modes de transport. Là, une enquête sur la dernière année avec des volontaires, des gens qui m'entourent. Et on voit qu'il y a un sujet de cohabitation piéton-cycliste. Alors c'est assez rigolo, entre guillemets. Les piétons reprochent aux cyclistes de circuler n'importe comment, de ne pas mettre le pied à terre. Et les cyclistes reprochent aux piétons de marcher sur leur piste cyclable, de marcher pas droit. Donc je pense qu'il y a la place pour un dialogue. Ouais. Pour que chacun se comprenne et qu'on rappelle les règles du code de la route, qui est que le cycliste doit adapter sa vitesse aux circonstances. Bien sûr. Et donc, quand il y a beaucoup de piétons en zone piétonne, il faut mettre pied à terre. Quand il y a presque personne, parce que c'est tôt le matin, tard le soir, pas de problème, on peut rouler librement. C'est intéressant comme sujet, parce qu'en l'occurrence, c'est très très concret et ça nous touche au quotidien, parce que c'est la façon dont on se déplace. Et ça pose la question du vivre ensemble. Ouais. Comment moi, qui ai mes contraintes, mon envie d'aller vite, je prends néanmoins en compte la personne âgée qui ne marchera pas forcément tout droit, le petit enfant qui d'un coup se balade, côté, et je l'anticipe. Parce qu'à vélo, je peux être dangereux pour lui. D'accord, super intéressant. Une autre question, tenez, de Pierre Cazeneuve, qui est le fondateur du parti Allons Enfants. Je ne sais pas si vous connaissez ce je l'ai vu sur Twitter. Voilà, c'était une autre question sur Twitter justement de Pierre Cazeneuve qui demande bonjour Fabienne Keller, allez-vous soutenir la loi Allons Enfants qui consiste en gros à abaisser l'âge d'éligibilité à 18 ans et ainsi intégrer 4,5 millions de jeunes en France, aujourd'hui exclus d'office de ce scrutin. Qu'est-ce que vous en pensez pour le Sénat? Est-ce qu'on pourrait être sénateur à 18 ans? Alors, le Sénat, avant c'était 35 ans. Il y a une quinzaine d'années, ça a été abaissé à 25 ans. C'est 25 ans. 25 ou 26, ouais. J'ai un doute. Et alors, c'est vrai que c'est un peu une anomalie. Pourquoi pas? Alors que pour les autres élections, c'est 18 ans. Bon, je crois que le législateur, à l'époque, a pensé que c'était bien d'avoir une autre expérience d'élu local. C'est quand même la Chambre qui représente les territoires. Oui. Mais moi, ça ne me choquerait pas qu'on abaisse on abaisse à 18 ans. C'est pas. Oui, parce que l'idée, pour bien comprendre, pourquoi est-ce qu'il faut être vieux, ou en tout cas plus âgé pour être sénateur qu'un autre mandat. C'est l'idée que c'est bien d'avoir une expérience pour représenter un territoire. C'est un peu la chambre des sages, on va dire. Je pense que c'est notre légitimité. C'est représenter cette diversité, territoires ruraux, urbains, maritimes, montagneux, etc. Ouais. Je pense que c'est notre ADN. Nos électeurs sont les maires, les élus locaux, et que c'est important d'avoir cette mission, parce que les territoires, c'est la richesse de la France aussi. Bon, de toute façon, je pense pas on risque pas d'avoir de sénateur à 18 ans. Je pense que j'ai envie de dire oui. Cette expérience, c'est le mode électoral qui pourvoit. Et puis après tout, s'il y a un jeune passionné qui était déjà engagé peut-être dans un conseil de jeunes. Il y en a, Harris Live demande peut-être qu'à 18 ans, tu n'as pas forcément la maturité pour représenter quoi que ce soit. En fait, non. Oui, alors tu n'es pas candidat. En fait. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que pourquoi fixer cette règle? Aujourd'hui, c'est peut-être un peu désuet. Ouais. Et moi, je suis très frappée par l'envie de s'engager plutôt à 15-16 ans. Donc, il ne faut pas non plus créer des barrières artificielles. Bien sûr, et pas forcément en étant sénateur, on peut faire d'autres choses aussi. Plein d'autres choses, mais je pense que ce n'est pas utile de mettre des barrières d'âge. Ok, très intéressant comme retour là-dessus. Alors, je précise, on a 4 tasses, mais c'est parce qu'une c'est de l'eau et l'autre c'est du café. On n'est pas du... Voilà, et moi j'ai une tasse de thé. C'est ça, il y a une tasse Public Sénat qui est sous-représentée aujourd'hui parmi les tasses. Mais les autres sont Acropolis. Les autres c'est Acropolis, elles sont bien représentées. Il nous reste un petit quart d'heure où on va pouvoir répondre, vous allez pouvoir répondre aux dernières questions qui viennent du chat et que j'ai encore ici sur la petite tablette. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le chat, à poser vos questions directement, les questions de votre choix, vous posez ce que vous voulez. Et sur plein de sujets, là, on a parlé de pas mal de sujets, mais il en reste quelques-uns en plus. Tenez, justement, une question assez intéressante. C'était symboliquement, du coup, mardi 6 novembre, à 15h35, pour être très précis, que les femmes commençaient à travailler gratuitement. Alors c'est une formule qui veut dire concrètement que par l'écart de salaire, le calcul fait que à partir de maintenant, elles travaillent gratuitement. C'est très mal expliqué, mais je pense que les gens ont compris, avaient suivi tout ça. Si jamais il y a une mesure à mettre en place pour favoriser l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, qu'est-ce que ce serait la mesure phare que vous aimeriez mettre en place et qui manque aujourd'hui? Publier les écarts de salaire de toutes les entreprises, faire des classements. Alors, il faut que ce soit bien travaillé, il faut à job équivalent. Oui.
Une sorte de montrer et pareil, les analyses des carrières. Parce qu'en fait, c'est le plafond de verre qui est cumulatif. C'est souvent les salaires d'entrée qui sont légèrement plus faibles, mais surtout les carrières. Même si on neutralise les congés de maternité, qu'on rappelle tout le temps, les carrières sont plus lentes. Ouais. Pour un tas de raisons qui sont cumulatives. Moi-même, quand j'étais à la mairie de Strasbourg, je me suis beaucoup attachée à promouvoir des femmes en interne. Et par exemple, les hommes sont candidats aux postes hiérarchiques plus élevés. Les femmes, il faut aller les chercher, c'est comme ça. Et on en trouve très facilement avec toutes les compétences. Et quand elles sont dans le job, elles font ça très très bien. Et ma fierté, c'est d'avoir fait en sorte que sur une centaine de chefs de service, 39, presque 40, soient des femmes, sachant que j'avais mixé dans l'autre sens dans le service social. C'est-à-dire j'avais plutôt encouragé à ce qu'il y ait plus d'hommes, parce que c'était à mon goût pas assez divers. Je pense que c'est une attention qu'il faut porter. Et je pense que c'est la transparence qui peut être un levier important. Je crois aussi que, moi je me considère comme très chanceuse, que nous toutes qui avons eu beaucoup de chance dans notre parcours, on essaye d'aider plutôt à ce que cette égalité soit portée, même si je suis convaincue que c'est le jour où ce sera un sujet pour les hommes. C'est vrai. Oui, les hommes doivent se saisir de la question qu'on va arriver à plus d'égalité. Et justement, en tant que sénatrice, est-ce que vous ressentez une difficulté particulière en tant que femme ? Est-ce qu'il y a des... est-ce que vous avez été victime de sexisme lors de votre parcours politique ? Est-ce que vous avez été victime de choses comme ça qui du coup, vous avez particulièrement ressenti en tant que sénatrice ? Oui, mais je n'aime pas raconter les anecdotes parce que je pense qu'il ne faut pas nourrir la chose et que je trouve à nouveau que je suis plutôt bien outillée pour me défendre. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur, l'école Polytechnique. Oui. Quand on a fait Polytechnique, on fait un service militaire. Ça m'a presque changé de catégorie. Par exemple, M. Giscard d'Estaing, il m'appelle camarade. Voilà, je suis dans une autre. Ça donne une forme de, je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. De statut. Moi, je suis très inquiète pour les femmes qui n'ont pas eu la chance de faire des études ou d'être encouragées à le faire, qui sont dans des jobs où elles sont en situation de subordination. Et où elles peuvent connaître des brimades. Depuis quelques années, je pense que c'est la sagesse sénatoriale qui fait ça, quand une collègue fait l'objet d'une remarque qui me semble déplacée, j'interviens. D'accord. Et je dois dire que depuis MeToo, les excuses viennent vite. Oui. Déjà avant, j'y arrivais. Oui, vous avez senti une différence quand même. Oui, mais par exemple, commission des finances, on est 48. On est 5 femmes. Il y a 30% de femmes au Sénat, mais il n'y en a que 10% donc on voit en commission des finances. Disparités sur les... Dès qu'il n'y a plus la règle de la parité, le naturel revient au galop. Regardez la nomination à l'Assemblée nationale, 2 postes se libèrent. Président du groupe LREM, c'est 2 hommes. Dès qu'il y a des sujets de pouvoir, il y a un... Il y a le plafond de verre fonctionne, c'est le vieux monde qui revient. Et je pense que là-dessus, il faut être très... qu'il y ait un consensus national sur l'idée que c'est naturel. Justement, il y a sur les retours là-dessus, Harris Live, qui est décidément très actif aujourd'hui, qui dit ce qui est triste, c'est qu'il faille avoir fait Polytech et l'armée pour avoir du respect, pour avoir cette forme d'égalité. Après, c'est peut-être pas aussi... J'ai surtout envie de dire que ça me donne une responsabilité particulière. Je suis vice-présidente du Conseil national des villes qui représente les quartiers fragiles. Je pense que les jeunes femmes qui grandissent dans ces quartiers aujourd'hui ont moins de liberté que moi je n'en ai eu quand j'ai fait mes études. Et que c'est vraiment important que j'essaye de les encourager à utiliser tous les leviers que la République leur offre, la formation, la possibilité d'avoir des activités sportives, culturelles, de s'intéresser à leur passion, de la vivre. La République leur offre cette liberté, il faut qu'elles s'en saisissent pleinement. Justement, sur le fait de s'engager en politique, question de Nibal01 qui demande, je la lis telle quelle comme elle est, les politiques sont souvent pleins d'ambition, d'envie, mais être politique, c'est aussi peut-être de plus en plus gérer des drames comme vous l'avez vécu à Pourtalès au début de votre mandat de maire en 2001. Comment vit-on ces événements ? Comment s'y prépare-t-on en tant que personne et personnalité politique ? Alors, on ne s'y prépare pas. On ne peut pas s'y préparer. C'est-à-dire, pour moi, ça a été un choc terrifiant.
Expliquez peut-être pour ceux qui n'ont... Oui, donc c'était une catastrophe. Enfin, c'était le 6 juillet 2001. Un arbre qui s'abat dans un parc de Strasbourg, alors qui est en fait un morceau de forêt rhénane. 6 ans d'instruction, on n'a jamais très bien compris pourquoi cet immense platane sain tombe. Et il y avait un spectacle au milieu de la forêt, il y avait une tribune et l'estrade qui seront préservés, mais il pleuvait fort et les gens se sont abrités sous cet arbre. Ouais. Alors, on ne s'abrite jamais sous les arbres en cas d'orage, mais ça, on s'en souvient après. Hein. Et donc, il y a eu beaucoup de morts, 13 morts, et plus de 50 victimes très gravement touchées, qui vivent encore pour beaucoup. J'échange régulièrement avec un certain nombre d'entre elles. C'est terrifiant, parce que ce sont des vies balayées. Enfin, c'était un public très divers. Voilà, on n'est pas préparé à ça. Comment on fait pour gérer à la fois le fait qu'on est maire, donc on doit gérer, on a une responsabilité qui est très importante, et en même temps, il y a le côté humain qui est important. Et il y a aussi évidemment les attentats quand Anne Hidalgo, typiquement, qui a dû vivre dans sa ville, mais ce n'est pas la seule. Alors en fait, j'avais deux places. La place de maire représentant tous les Strasbourgeois, donc c'est un drame, parce que ce sont des gens qui habitent ou qui visitent Strasbourg, qui sont venus passer un bon moment, et puis voilà, la vie s'arrête. Où est complètement bouleversée. Et puis, il y avait un autre aspect, c'est que la ville, en fait, organisait l'été culturel. Donc, pendant 2 ou 3 ans, le directeur de la culture et le directeur des espaces verts étaient sous le statut de témoin assisté, c'est-à-dire en risque de mise en examen. Okay. Je me suis posé la question, je l'ai posée aux avocats, si la ville devait vraiment se défendre face à un tel drame, même si quel que soit son niveau de responsabilité, le drame était tellement important que c'était légitime. Enfin, les demandes des victimes étaient toutes légitimes par nature. Et puis, il fallait aussi défendre les agents, parce qu'ils prennent des responsabilités. Donc c'était une situation très, très douloureuse. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre pour raconter un ouvrage où j'ai souhaité raconter mon expérience de maire, avec beaucoup de belles choses, par exemple la capitale européenne. Enfin, oui, on parle de ça, mais il y a aussi d'autres choses en parallèle qui sont... Et j'ai écrit que c'était comme un voile sur mon mandat de maire et que je le porte encore. Ouais. Non, c'est très intéressant effectivement de voir tout ça. Il y a une question de Fanny Dufosse qui, justement sur votre expérience, avez-vous un avis sur la situation à Marseille? On parle de 13% de logements indignes sur la ville. Comment on gère ce genre de problématique? Est-ce que c'est une problématique qu'il y a aussi à Strasbourg, de rénovation de grands espaces, etc. Comment vous le... Bien sûr. Bien sûr, on a ce sujet également. Alors la rénovation urbaine, le fait de travailler sur les quartiers difficiles, il répond en partie, mais il y a des logements insalubres dans différents endroits, avec, pour des raisons variées, d'humidité, des aspects de climat, ou de vétusté, ou de non-entretien. Des situations d'insalubrité. D'ailleurs, à Strasbourg, la mairie porte la responsabilité de déclaration d'insalubrité pour le compte de la préfecture. C'est un travail constant où il faut être vigilant, être à l'écoute parfois des voisins, des habitants. Le logement, c'est clairement un élément essentiel dans la vie des gens. Il y a eu des effondrements à Strasbourg. Et en plus, les effets de changement climatique, de sécheresse, de grande humidité, donc, il y a peut créer des conditions qui... avant, n'aurait pas conduit à des effondrements. D'accord. Donc, c'est des sujets, je pense, qui vont monter en termes de priorité et qui concernent, évidemment, malheureusement, les populations les plus fragiles. Ok. Écoutez, je pense qu'on approche de la fin de cette heure. On n'a pas fini avec les sujets les plus joyeux, mais c'est comme ça, c'est l'aléa des choses et le fait que les questions sont tombées au fur et à mesure. Mais c'était extrêmement intéressant de vous avoir pendant 1 heure. Vraiment, j'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment aussi. J'étais heureuse d'échanger avec... écoutez, mais vraiment, ça fait plaisir. On a eu des belles questions, des questions très intéressantes sur plein de sujets différents. Et c'est bien, encore une fois, d'avoir
avoir 1 heure de discussion comme ça sur plein de sujets, de l'actu chaude et des sujets de fond qui sont là depuis très longtemps. Et merci à Alcanoïd qui dit que c'était très intéressant. J'ai eu d'autres retours. Stan de Maniolo qui dit top. Merci Hannibal de 01 qui parle de mon papa. Oui, c'est vrai. Votre père qui m'a tant appris. Tenez, vous pouvez y répondre, ça. On a encore 2 minutes si vous voulez. Votre père était apprenti ajusteur et a fini proviseur. Vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui pourra bénéficier de la même mobilité sociale au cours de sa vie? Je pense que c'est un élément qui était un moteur formidable pour lui. Et moi, je l'ai vu, il était déjà chef d'atelier, mais je l'ai vu pouvoir être promu dans ses missions. Je pense que c'est important d'avoir des perspectives et de pouvoir progresser. Et puis surtout, mon père nous a soutenus, on était 4 enfants, tous dans nos études, en particulier ma sœur et moi. Et donc voilà, il était très féministe. Très bien, très bien. Et je lui en suis reconnaissant. Écoutez, merci beaucoup. Bon, les retours sont. Alors, il y a quelqu'un qui dit bonjour alors qu'il dit bonjour à la fin de l'émission. Les retours sont. Merci, Madame la sénatrice. C'est un réel plaisir de vous entendre dans un cadre moins rigide que les interviews sur les médias mainstream. Merci à Acropolis pour cette forme écoutez, mais justement, on va passer peut-être un petit nouvelle. remerciement parce qu'il me reste un petit peu de temps. Merci à Acropolis, effectivement, pour cette magnifique émission qui est réalisée avec Public Sénat. Merci à la production de O-Gaming, les équipes de O-Gaming, c'est ceux que vous voyez juste derrière qui nous font bonjour, qui font la production de cette émission. Donc merci Public Sénat, O-Gaming et Public Sénat et Acropolis, je vais y arriver pour tout ça. Le prochain live d'Acropolis, pour l'agenda, pour ceux qui veulent noter, c'est Party Time demain à 14h30. C'est une émission sur les partis politiques qui vise à comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est Adrien qui recevra le porte-parole des Jeunes avec Macron. Donc, si vous avez des questions sur, peut-être vous-même, si vous avez des questions pour le porte-parole des Jeunes avec Macron, vous pourrez les poser demain dans Party Time à 14h30. Et le prochain invité, c'est la prochaine invitée, c'est une autre sénatrice. Bravo. Décidément. Laurence Rossignol, qui est sénatrice socialiste de l'Oise, que vous connaissez. Une femme engagée, oui, que je respecte beaucoup. Ouais. Peut-être que vous avez une question à lui poser, je ne sais pas. Laurent, je suis ravie que tu sois le prochain invité, parce que j'ai compris qu'il y avait du rééquilibrage à faire en termes de participants. Exactement, donc, mais c'est pour ça que là, on est sur une bonne série. C'est une femme de conviction et je crois que c'est important en politique. Ce sera intéressant et cette fois-ci, ce sera Jean Massier du coup qui organisera l'interview. Merci encore pour tous vos retours. Merci encore, Madame la sénatrice, pour cette petite heure passée avec vous. Et nous, on se dit à très vite.